Bernard Poulet, qui est journaliste et écrivain, ou écrivain et journaliste, et qui connaît bien Venise, où il a l'habitude d'aller depuis très longtemps, je crois 20 ans. Même un peu plus. Ouais. Même un peu plus. Et donc il est même, je crois, citoyen de Venise. Et il s'est intéressé à un personnage qui est un des grands Vénitiens du XXe siècle, Giuseppe Volpi di Misurata, et qui est un personnage finalement très peu connu en France et un peu oublié en Italie, je crois, parce que, peut-être pour des raisons politiques dont nous allons parler. Et donc, il s'est intéressé à ce personnage, qui était un personnage très intéressant, un personnage flamboyant en quelque sorte. Et il a écrit une biographie, un livre qui très intéressant, qui s'appelle Volpi, prince de la Venise moderne, et qui est un livre extrêmement bien documenté, avec même des photos qu'on voit rarement. Enfin, moi, il y a plusieurs photos que je n'avais jamais vues. Et donc, voilà. Alors, la première question, c'est pourquoi avoir choisi Giuseppe Volpi comme protagoniste de votre livre? Probablement pour la raison que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'était inconnu à moi-même. Je m'intéresse à l'histoire de Venise parce que journaliste, écrivain, vivant un peu assez souvent à Venise. Et je me suis aperçu d'une part que la période contemporaine, celle qui commence disons à la fin du 19e, après la période des romantiques, cette période contemporaine est assez mal connue, pas tellement documentée, y compris par les historiens italiens. Aujourd'hui, il commence à avoir des jeunes historiens qui travaillent là-dessus, et je pense qu'on en aura de plus en plus. Mais c'est une période qui était finalement un peu ignorée pour des raisons, peut-être pour des raisons politiques, comme vous dites, peut-être parce que l'histoire contemporaine, on attend pour la faire. Et Volpi m'est apparu tout à coup comme le personnage clé de la première moitié du XXe siècle pour Venise, personnage flamboyant, comme vous dites, et qui m'a servi de fil conducteur en même temps, je pense, pour raconter cette Venise qu'on connaît peu, que je connaissais mal. Je veux dire que j'ai là une certaine fierté que des amis qui connaissent très bien l'histoire de Venise m'ont dit qu'ils avaient découvert des choses en lisant ce livre. Donc j'étais assez content du travail que j'avais fait, mais parce que moi-même, j'ai eu le plaisir d'apprendre beaucoup de choses sur la ville que j'aime. Oui, en effet, c'est en même temps non seulement une biographie, mais un livre d'histoire, parce que vraiment, on voit vivre Venise pendant ces années qui ont été des années sombres, finalement, en grande partie. Pas au début, mais parce que, voilà, il faut dire qu'une des choses qui ont fait connaître Volpi, c'est le fait il a inventé, en quelque sorte, le festival du cinéma de Venise, la Mostra, n'est-ce pas, qui a été évidemment une des raisons de l'attirance que Venise a exercée dans le monde entier, je dois dire. Voilà. Et on pourrait rappeler que justement, les Français qui étaient un peu jaloux de la Mostra de Venise ont créé le Tout à fait. festival de Cannes pour l'opposer à... Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce Volpi, ce Giuseppe Volpi, est un personnage extrêmement complexe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que voilà, il était libéral et franc-maçon, et pourtant il a adhéré au fascisme, n'est-ce pas, qui était évidemment, qui n'était pas libéral et qui persécutait les francs-maçons. Pas au début. Pas au début. Les francs-maçons, des quelques hiérarques du fascisme étaient francs-maçons. C'est seulement vers la fin des années 20 que la répression anti-maçonnique s'est développée.
Donc, il arrivait à rendre compatible. Son appartenance à la franc-maçonnerie reste à démontrer. Elle est presque évidente quand on recoupe les faits, quand on recoupe sa biographie. Ça explique aussi beaucoup de choses un peu mystérieuses de l'existence de Volpi, mais j'ai pas la preuve qu'il était franc-maçon. Et alors, donc, je disais personnage complexe parce que, entre autres choses, il était, par exemple, très méfiant à l'égard de l'Allemagne. Il était hostile à l'alliance entre Mussolini et Hitler, je crois. Il avait d'ailleurs essayé de mettre en garde Mussolini contre cette alliance. Ses préférences allaient peut-être plutôt certainement à la Grande-Bretagne, un peu à la France, et je crois il avait une grande admiration pour les États-Unis. Absolument. Aussi, voilà. Donc c'était évidemment un peu en contradiction avec le fascisme. Et dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, je crois qu'il était, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, il était très apprécié, il était considéré comme un très bon économiste, n'est-ce pas? Je crois que les Américains l'appréciaient. Le respectaient même. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout que, donc, après son adhésion au fascisme, il en est venu à incarner en quelque sorte le fascisme vénitien. Tout à fait. Vous avez raison. Mais vous soulignez à juste titre à la fois la complexité du personnage et je dirais, on peut dire aussi la complexité de Venise à cette époque. Parce que ce qui m'est apparu et que j'essaye de raconter, c'est que Venise était une espèce de port-franc culturel pendant la période du fascisme. Il se passe à Venise des choses qui, quand je les ai découvertes, me semblaient absolument incroyables. La Mostra dont vous avez parlé, à la Mostra, la première année de la Mostra, on présente des films soviétiques avec des drapeaux rouges. On est quand même au milieu des années 30, enfin, au début des années 30. On aura des scandales relatifs et acceptés parce que des films osés, surtout pour l'époque, où une actrice apparaît nue. Oui. Y a plein de choses qui se passent. Et puis Venise est bizarrement, dans cette époque-là, et c'est ça qui m'a intéressé d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une véritable renaissance culturelle et en partie économique de Venise. Et c'est ce port-franc culturel, disais-je, qui attire toute la bella gente du monde entier. Qui soit, bien sûr, il y a les Allemands, mais il y en a surtout vers la fin d'ailleurs, vers la fin des années 30, mais tous les Américains viennent, les Français, toute l'aristocratie et les gens cultivés, riches, qui sont attirés par Venise. Cannes pouvait être jaloux, parce que c'était vraiment, ça se passait à Venise, ça ne se passait pas à Cannes. Et donc, Volpi est au cœur de tout ça, il incarne cette complexité. Et il est en même temps, vous avez tout à fait raison, l'incarnation il représente le fascisme à Venise. Entendons-nous bien, Venise n'a pas échappé au fascisme, loin de là. La première période du fascisme à Venise est une période dure, d'ailleurs, à laquelle Volpi n'adhère pas. Volpi, qui est un opportuniste à beaucoup d'égards, c'est un homme d'affaires, d'abord. Un homme d'affaires, voilà. Mais il avait des idées, mais c'est pas ça qui l'emportait. Il voulait que son business existe, et il n'est pas le seul homme d'affaires italien. C'est pas faire une critique de la classe dirigeante italienne, mais si on prend quelques grandes familles industrielles, ils ont traversé la période du fascisme, ce qui était d'ailleurs assez compréhensible, parce que Mussolini, pour beaucoup de gens, apparaissait comme pas un dictateur, comme un dirigeant ferme, mais raisonnable, qui avait protégé du communisme. Vous avez évoqué les rapports avec les anglo-saxons. Je raconte comment Winston Churchill était très admiratif de Mussolini. Donc, on ne se posait pas trop de questions, sauf les opposants au fascisme réel, que ce soit en Italie ou à l'extérieur. Mussolini était toléré. On n'est pas avec Hitler, on est avec autre chose. Et alors donc Venise est cet endroit
où on peut faire plein de choses que les idéologues fascistes durs et probablement l'Église désapprouvent ou voudraient réprimer, mais qu'on peut laisser faire, et Volpi est au cœur de ça. Il est avec ses contradictions, comme vous l'avez dit. D'abord, c'est au départ un jolitien, un libéral, et il sera allé au fascisme puisque c'est le pouvoir qui se met en place. Mais... D'ailleurs, il faut dire, avant le fascisme, par exemple, Joly, il avait nommé gouverneur de la Tripolitaine, voilà. C'est-à-dire de la Libye. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, mais il y a dans votre livre une expression que j'ai trouvée vraiment épatante, c'est, vous dites que le fascisme vénitien était chic par opposition au fascisme plébéien du reste de l'Italie et d'autres villes. Alors en quoi était-il chic ce fascisme? Il était pour les raisons un peu qu'il s'était adapté à ce moment qui était le moment de l'entre-deux-guerres, disons jusqu'aux lois raciales de 1938 et même encore un peu après à Venise, est un moment très chic. On regarde en général la Venise de Casanova, de la République, la Sérénissime, qui est là le moment de plein de beauté, de plein de choses magnifiques. Et puis on a l'impression, après la chute de la République, Napoléon, c'est la mort à Venise, la tristesse, les canaux gris, etc. Mais en réalité, à partir de la fin du 19e, donc ça commence avant le fascisme, et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et même un peu au-delà, on a une vie culturelle chic, je vous disais, toute la bella gente, qui se passe à Venise. Venise est vraiment, probablement, je regrette de ne pas l'avoir connu, parce que ça devait être un moment hallucinant. Je raconte comment Cole Porter avait, ça devait être, je n'ai plus de mémoire, vers la fin des années 20, donc on est comme en plein fascisme, loué un grand bateau, sur lequel, enfin une grande barque, sur lequel il descendait le Grand Canal avec un orchestre noir de jazz. C'était pas vraiment tout à fait raccord avec le fascisme officiel. Oui, alors donc vous expliquez aussi, vous racontez dans votre livre que il y avait une vie mondaine très intense à Venise dans ces années-là, que les dames de l'aristocratie rivalisaient, elles avaient chacune leur salon, n'est-ce pas? Il y avait des réceptions, etc. Et curieusement, Mussolini était rarement invité dans les salons de l'aristocratie vénitienne, peut-être parce qu'il était considéré comme un peu trop plébéien. En revanche, sa maîtresse, Margherita Sarfatti, elle était un personnage central à Venise, elle était de toutes les fêtes, de tous les salons. Absolument. Bien qu'étant juive. Bien qu'étant juive. C'est cette complexité qui est intéressante. Beaucoup des gens de l'élite vénitienne, un des grands salons est tenu par une aristocrate très fasciste, sont pas indifférents au fascisme, mais comme vous l'avez dit, Mussolini, il sent sa plèbe un peu. Ouais, en revanche, la Sarfatti, pas la même classe. La Sarfatti, elle appartient à la bonne société. Son père a été un grand industriel, peut-on dire, vénitien. Ils appartiennent à la bonne société vénitienne, donc elle a toutes ses entrées, beaucoup plus que Mussolini, sur lequel on... Alors, Volpi était, bon, à part ce qu'il a fait dans le domaine culturel, mais c'était quand même avant tout un financier, un homme d'affaires, un entrepreneur. On peut rappeler qu'il possédait par exemple les hôtels Chiga à Venise. Tous les grands hôtels, oui, Excelsior, etc. Il était devenu patron de presse aussi. Mm-hmm. Le Gazzettino, qui est le principal quotidien de Venise, qui était le principal quotidien de Venise, qui existe toujours d'ailleurs, il avait acquis, je ne sais pas comment, mais enfin... Il a profité des problèmes internes du Gazzettino, familiaux, d'héritage,
Donc il s'est introduit progressivement, parce qu'il a énormément d'argent. C'est aussi, il faut penser que c'était un des hommes les plus riches d'Italie. Il a commencé, comme vous l'évoquiez, il a commencé sa carrière vraiment comme un homme d'affaires. Ça mélange, parce que c'est un homme d'affaires, un diplomate, un financier, un mécène culturel, sans être quelqu'un de très cultivé d'ailleurs, il faut le dire, il faut bien le dire. Mais un mécène culturel, un entrepreneur de la vie de Venise, des hôtels, de donner un tourisme de luxe à cette ville. Et il commence sa carrière dans les Balkans à la fin du 19e siècle, un peu comme un jeune aventurier, avec probablement pas mal de connexions, d'où la supposition, plus que la supposition, qui est de ses liens avec la franc-maçonnerie. Il est dans les Balkans, il est en Turquie, il est partout où il faut être. Il va créer, même au Monténégro, un port, une zone industrielle. Il va lancer ça, qui est la préfiguration du port industriel de Marghera à Venise, plusieurs années plus tard. Et quand Mussolini arrive, il faut bien le dire, c'est un homme déjà riche, très riche. On pourrait dire à la limite qu'il n'a pas besoin de Mussolini. C'est pas Mussolini qui a fait Volpi. Volpi existait, il s'est coulé dans la réalité politique du moment, mais il avait eu une existence déjà très jeune. Il a commencé, c'est assez formidable. C'était un garçon qui voulait faire des choses. Il a interrompu, il n'a pas fini ses études, il s'est lancé là-dedans, il a eu la confiance d'un certain nombre de banquiers, dont pas mal de banquiers juifs d'ailleurs, qui l'ont soutenu et qui lui ont permis de devenir un homme, un grand... Toute l'électrification d'Italie, au moins dans le nord d'Italie, c'est Volpi avec quelques-uns de ses associés, dont Chini, c'est Volpi qui l'a organisé. Et alors, bon, il y a un moment où quand même les choses ont commencé, je ne dirais pas à mal tourner, mais enfin on a senti, lui en tout cas a senti, que ça allait mal se terminer. D'abord, il y a eu son opposition à l'intervention italienne dans la guerre d'Espagne. Mm-hmm. Ça, il était tout à fait contre, n'est-ce pas? Et ensuite, l'entrée en guerre, je crois que vraiment il a vécu ça, si j'ai bien lu votre livre, presque comme une tragédie personnelle, quoi. C'est un personnage paradoxal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un nationaliste vénitien et par la force des choses italien. Parce que nationaliste vénitien, il est nationaliste italien. Comme les jeunes gens à Venise de la fin du 19e, il y a toute une série soit d'intellectuels, soit de fils de familles aristocratiques, soit de fils de bourgeois, qui veulent la renaissance de Venise. Donc il fait partie de ce groupe. Et ils sont des irrédentistes, donc l'influence de Venise, au moins dans les anciennes possessions de la Sérénissime. Donc il est nationaliste, mais c'est un nationalisme qui est, comme vous l'aviez dit précédemment, qui est assez hostile à l'Allemagne. C'est un homme d'affaires, donc il est réaliste, il sait que les États-Unis peuvent jouer un rôle considérable s'il y a un conflit, qui ne va pas se produire tout de suite, mais qui se produira finalement. Il n'est pas pour l'entrée, comme beaucoup d'hommes d'affaires italiens d'ailleurs, il n'est pas pour l'entrée en guerre de l'Italie. Et en même temps, le paradoxe, c'est que quand la guerre se déclenche et que finalement plein de conquêtes sont opérées, il en profite. Évidemment. Donc c'est paradoxal son attitude. Rationnellement, il considérait manifestement qu'il ne fallait pas le faire. Une fois que ça s'est fait, c'est un peu comme avec le fascisme, une fois que ça s'est fait, il se coule dedans, il prend les chaussures, il y va, et d'une certaine manière, il en profite pendant quelques temps, ou du moins il cède à l'illusion qui prend tout le monde. Bon, dans les montées, dans ces périodes-là, les peuples et une partie de leurs dirigeants ont tendance à céder à ces illusions. Et alors, donc, les choses, effectivement, à partir de la fin de 1943, les choses tournent très mal.
il y a le roi et Badoglio signent un armistice avec les Alliés. Mussolini est emprisonné, envoyé en résidence surveillée, d'abord dans une île, ensuite dans les Abruzzes. Et bon, à ce moment-là, Hitler arrive à faire libérer Mussolini par Les Otto commandos. Skorzeny. Et Volpi, dans tout ça, eh bien, il y a la proclamation de la République de Salò, la République fasciste, dans toute la partie de l'Italie qui est jusqu'à Naples, qui est occupée du nord jusqu'à Naples, partie occupée par les Allemands, n'est-ce pas? Alors on proclame cette République fasciste qui est un État fantoche, finalement. Et je crois que Volpi, là, il refuse d'adhérer à la République de Salò, et il se trouve à Rome où les Allemands l'arrêtent. Il est même torturé par la Gestapo, et il arrive en fin de compte à s'évader et à passer en Suisse. Exact. Et là, en Suisse, il avait ses choix à ce moment-là sont très clairs. Depuis la Suisse, il finance la résistance italienne. Tout à fait. Vous avez bien résumé la fin de parcours. C'est-à-dire que, en effet, en 1943, il est arrêté par les Allemands. Il faut rappeler que précédemment, donc, il avait eu des divergences avec Mussolini. Ses rapports avec Mussolini s'étaient dégradés. Mais par ailleurs, il avait, comment dire, à l'égard il voyait bien l'évolution de la guerre, donc il se rendait bien compte que les choses tournaient mal. Il a essayé, probablement, on ne sait pas ce qu'il a essayé de faire, mais ce qui a dû, aux yeux de Mussolini, aux yeux des Allemands, lui porter un grand tort, c'est que il a été dit et écrit même dans la presse américaine qu'il pourrait remplacer très avantageusement Mussolini, qu'on pourrait se débarrasser de Mussolini. Et le comte Volpi de Misurata serait un homme qui pourrait très bien prendre des choses en main. Ce qui évidemment n'était pas très bon quand les Allemands ont commencé à occuper Rome où il était. Il a été arrêté très brutalement, violemment. Sa femme a été malmenée, le palais a été saccagé. Il a été lui-même victime au moins de violence, sinon de torture. Il a dû être hospitalisé. C'était déjà un homme fatigué en même temps. C'était un homme malade. Et son évasion a été quelque chose de lourd, compliqué. Sa famille a d'abord réussi à partir en Suisse. Lui, à la deuxième ou la troisième tentative, réussit à passer en Suisse. Et effectivement, il finance la résistance, comme le fait son collègue associé Cini à la même époque. Cini qui sera lui-même arrêté et déporté à Dachau. Donc il a une fin de vie qui est un peu triste, c'est-à-dire que c'est un homme fatigué, qui voit un peu tout s'écrouler. Ce qu'il a construit, il en est resté beaucoup. Mais je le dis que d'une certaine manière, il a été aussi un perdant de l'histoire. Vous évoquiez le fait qu'on l'a un peu oublié, on l'a beaucoup oublié, bien qu'il soit enterré dans la principale église de Venise. Il existe encore un prix Volpi. Et qu'il existe un prix Volpi, la Coppa Volpi, à la Mostra du cinéma pour les prix d'interprétation. Il a la malchance de mourir très peu de temps après la fin de la guerre, en 1947. Il y avait eu quelques procès, comme pas mal de gens qui avaient participé au régime, dans l'après-guerre. Il est blanchi par tous ces procès, mais lui ne survit pas, et d'une certaine manière, il est un peu une partie aussi par moments honteuse de l'histoire de Venise. C'est-à-dire, je crois, c'est mon interprétation,
Cini a eu la chance de vivre jusque dans les années 70 et il a donc pu sortir par le haut de l'histoire fasciste. C'est devenu un grand mécène, un homme de culture, un homme de la fondation de Cini, etc. Il n'y a pas eu de fondation Volpi. Volpi est mort trop tôt. Et donc il n'a pas pu poursuivre son histoire et continuer à l'écrire ou à la réécrire, si on veut. Et mon sentiment, c'est que les Vénitiens ont un peu passé Volpi sous le tapis parce que, bon, c'était tellement lié au fascisme que, on va parler d'autre chose. Donc, jusqu'à assez récemment, Volpi... Il y a quelqu'un qui a fait un travail sur Volpi que je cite assez souvent, qui est Sergio Romano. J'ai discuté évidemment avec lui, je le connais depuis longtemps. Alors, on a eu une divergence, c'est parce que Romano a fait une histoire, je dirais, économique, parce que Volpi est l'incarnation en même temps, enfin, un de ceux qui ont fait on pourrait dire le premier miracle économique italien, la construction d'un capitalisme moderne. Et donc, c'est un livre plus économique qu'autre chose, le livre de Romano. Et par là même, Romano me disait, pour parler de Volpi, il ne faut pas parler de Volpi. Ça serait une erreur de parler de Volpi et Venise seulement. Et je lui ai dit, écoutez, docteur Romano, professeur, je vous aime bien, mais justement, moi, ce que je veux faire, c'est Volpi et Venise, parce que je pense que Volpi sans Venise n'aurait jamais été Volpi. Et alors, il faut dire que Mussolini, du moins jusqu'à la guerre, l'avait couvert d'honneur aussi, l'avait nommé ministre des Finances, il lui avait attribué le titre de comte de Misurata. Il faudrait rappeler peut-être à nos téléspectateurs pourquoi Misurata, qui est une ville de Libye. Justement. Mistrata, aujourd'hui. Mistrata, oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Mistrata. Oui. C'est parce qu'il a, quand il est gouverneur de la Tripolitaine, il mène la guerre de conquête. En fait, à la fois, il est administrateur et chef de guerre. Et donc, la prise de contrôle de toute cette zone par l'Italie, il en est un instrument, il est jeune encore, un instrument essentiel. Du temps de Giolitti, pas du tout du temps du fascisme. Et pratiquement, son mandat sur la Tripolitaine se termine à peu près à l'époque où Mussolini est nommé chef du gouvernement italien. Mais donc, la première partie de son titre de comte, il le doit à Giolitti. Et l'ensemble du titre, c'est à Mussolini. Ça montre que les choses sont quand même très imbriquées. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ensuite, il va avoir beaucoup de responsabilités. Il va être le premier grand ministre des Finances de Mussolini. Il va rétablir les finances italiennes, négocier la dette italienne avec beaucoup de talent. Il est un homme déjà très important, peut-être déjà trop important pour Mussolini, qui le congédie un jour quand même assez brutalement, alors qu'il disait beaucoup de choses très favorables sur lui. Au bout de 3 ans de mandat, il l'écarte. Plus tard, Volpi deviendra patron des patrons. Donc il est encore dans les photos que vous évoquiez et qui sont dans le livre, on le voit en chemise noire. On l'a dit, c'est le Doge en chemise noire. C'est pour ça aussi qu'on l'a un peu poussé sous le tapis. Alors je voudrais, pour conclure, dire que le dernier chapitre de votre livre, c'est presque une déclaration d'amour à Venise, si je peux me permettre. Vous pouvez. Et il y a des choses vraiment extraordinaires. Il y a quelques paragraphes sur les chats et les rats de Venise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus ? Écoutez, les premières années où j'allais à Venise, il y avait beaucoup de chats. Et j'aime beaucoup les chats. Et je trouvais que, je pense que je ne suis pas le seul, que ça faisait partie de Venise. Et puis, pour des raisons qui me sont encore un peu obscures, les chats ont disparu. On les a manifestement beaucoup stérilisés, parce qu'il y a eu une espèce de légende urbaine que les chats transportaient des maladies. Et il y a une vingtaine d'années à peu près.
Et les chats n'ont pas complètement disparu, mais vous voyez plus, vous promenez en Venise, vous voyez plus beaucoup de chats. Vous voyez un de temps en temps, c'est miraculeux. Et puis, mais en revanche, vous voyez énormément de chiens. Les chiens ont remplacé, avec, excusez-moi, leur crotte, ont remplacé les chats qui, eux, sont beaucoup plus propres. Merci Bernard Poulet pour ce très intéressant entretien et merci pour la mémoire de Volpi aussi. Je vous remercie. J'ai eu une fierté pour dire les choses. Donc quand j'ai fait une signature, alors que j'avais, parce que Volpi a eu un fils, on n'a pas évoqué cette question, Volpi a eu un fils de sa deuxième femme, qui était française, divorcée et juive, pour faire vite, mais c'est quand même aussi un des éléments. C'est Nathalie. Nathalie. Et le fils vit toujours en partie à Venise. Et il est dans un commerce assez peu facile. Et il m'a remercié, j'ai pas du tout fait un livre géographique, mais il m'a remercié au nom de son père, malgré tout. Il est venu à une signature, j'étais très surpris de le voir là. Et d'une certaine manière, ça me faisait plaisir aussi. Merci.